Le milieu académique, pour moi, c'est l'ensemble qui regroupe les cercles universitaires. Puis c'est aussi tout le travail qui se fait en dehors de l'école, le milieu de la recherche et aussi le milieu académique, je pense. C'est un milieu où fleurissent les idées. Fait que c'est un milieu à la fois, oui, de formation, mais aussi d'échange, de partage de connaissances. La curiosité, le savoir, vouloir apprendre, collaborer, c'est aussi comme l'expansion de qui tu es, qui tu peux être, qui tu peux devenir. Ça permet d'avoir plus d'opportunités, d'aller plus loin dans la vie, d'avoir plus d'argent, Il est là pour comme, le futur, puis améliorer ton futur. Moi, si je pouvais rester à l'université toute ma vie, je le ferais, là. On pourrait faire un bout au-dessus de la haine. Le temps d'une discussion, des gens de tous horizons viennent s'exprimer sur un enjeu d'actualité, mais surtout écouter, afin de déconstruire les peurs et comprendre l'autre. Car c'est au-delà de nos chambres d'écho que se trouve la richesse des nuances qui façonnent nos collectivités. Voici Chambre d'écho. Je crois que socialement, c'est encore construit en ce sens. Je dis pas que c'est nécessairement la bonne chose à faire, la seule chose à faire, mais effectivement, il y a une tendance sociale, une tendance dans le marché du travail aussi à faire en sorte que l'étude supérieure va faire en sorte que tu vas accéder à d'autres types de postes. Selon le milieu, comme par exemple en médecine, c'est comme attendu que la personne va avoir des études supérieures. Puis je pense que là, c'est une bonne chose. Tu as envie que la personne ait eu des bonnes études, un sérieux background. Sauf que dans la vie de tous les jours, c'est pas nécessaire nécessairement d'avoir des grandes études, des études supérieures pour avoir des bons emplois qui sont bien rémunérés. Puis il y a aussi beaucoup d'employeurs qui offrent la formation en boîte. Donc ça permet de gravir des échelons au sein même de l'entreprise. Puis ça amène à des emplois qui sont quand même intéressants. Quand tu es dans un certain milieu, tu peux comme pas nécessairement avoir fait beaucoup d'études, mais tant que tu es dans ce milieu-là puis que tu continues comme d'apprendre à travers ça, tu te crées quand même des nouvelles capacités qui, là, après ça, te permettraient d'avoir d'autres opportunités. Fait que ça dépend aussi du milieu. Les diplômes d'études supérieures permettent d'avoir accès à des postes qui sont de meilleure qualité, avec des meilleurs revenus. Puis souvent, ce qu'on va aller chercher, c'est pas tant nécessairement un revenu, mais plutôt une qualité. Donc, ça va être du 9 à 5, où tu vas pouvoir voir tes enfants la fin de semaine. La semaine, tu soupes à la maison. Puis, tu vas être à l'intérieur. Souvent, les emplois qui ont pas de diplôme, ça va être des emplois qui vont être au gré des vents et des pluies. Je suis convaincu que le diplôme universitaire donne des meilleures opportunités, mais il y a moyen de faire ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de capacités qui viennent avec faire un programme, mettons, d'études supérieures. Et si tu étais pour faire ton programme quasiment au complet, mais qu'il te manque un cours et donc tu n'aurais pas le diplôme, est-ce que tu aurais pareil les capacités? Que tu les aurais pareil comme faites, mais pour une circonstance ou pour une autre, tu n'as pas comme le bout de papier qui te dit, qui affirme que tu as ces capacités-là. Si tu étais pour aller faire une entrevue, dire j'ai ces capacités-là, ces capacités-là, ces capacités-là, tant que tu n'as pas le diplôme, il ne prendrait pas autant au sérieux. J'ai vraiment l'impression que le diplôme a vraiment son importance dans l'opinion que les autres vont avoir de tes capacités. Fait que tu aurais beau énumérer toutes les capacités que tu as appris à travers presque l'obtention de ton diplôme. Si tu l'as pas, ça compte pas pour eux. La première chose qu'on va voir, c'est si on demande tel diplôme, bien, les candidats, il faut qu'il y ait tel diplôme. Mais en même temps, il va y avoir de l'ouverture, des fois, à dire OK, cette personne-là nous mentionne que tel diplôme, est-ce que c'est transférable ou s'il n'est pas complété, est-ce qu'on peut faire avec? Moi, je suis un exemple de c'était pas complété, on a fait avec. J'ai l'opportunité aussi d'apprendre beaucoup plus la pratique dans le milieu de travail.
Donc, tout ce que j'apprends à l'école vient se consolider au travail et tout ce que j'apprends au travail vient se consolider dans mes études. Donc, c'est vraiment une belle façon de le faire. Puis, je suis quand même chanceuse d'avoir eu cette opportunité-là. Mais je vais avoir forcément encore de meilleures opportunités une fois que j'aurai le papier. Non pas que j'en manque maintenant, mais elles seront différentes. Le diplôme universitaire est souvent associé à un signe d'intelligence, à tort selon moi, mais reste que dans l'opinion populaire, les gens vont avoir plus de respect envers les gens qui ont un diplôme universitaire. Et je pense que j'aurais pas été bien si je n'en avais pas. Maintenant, avec le recul, je me dis, oui, ça démontre une certaine forme de compétence, mais l'intelligence ou la compétence peut aussi se développer de toute autre façon. Puis, ça fait des années que je travaille en restauration. J'ai croisé du monde qui n'ont pas d'études universitaires, d'autres qui en ont. On voit pas la différence. Fait je trouve que c'est aussi c'est à tort, cette vision-là. Qu'on peut avoir quand on est plus jeune, ou en tout cas ou avec la pression qu'on a de notre famille ou de la société. Le diplôme, ce qui garantit, ce qui donne à l'employeur, c'est une garantie de compétences à l'employeur. Ce qu'il dit, c'est j'ai les compétences pour faire le travail que tu m'as demandé. Puis qu'il garantit par un diplôme. Je pense que c'est un accès rapide parce que l'employeur pourrait très bien dire moi, ce que j'ai de besoin, c'est quelqu'un qui arrive à l'heure, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui raccourcit. Je demande quelqu'un qui a un diplôme. Vaguement, oui, mais si je prends vraiment le temps à y penser à cette question-là, j'ai l'impression que c'est comme un peu... comme une fausse vérité, dans le sens qu'il y a bien des personnes qui vont payer, admettons, pour avoir de l'éducation supérieure, mais que ça va leur prendre après ça, genre, vraiment longtemps pour repayer, admettons, parce que des fois, ils vont prendre des prêts ou ils ont d'autres choses à payer, parce que des fois, quand tu vas à l'université, tu dois payer ton université, mais tu as aussi à payer une maison, tu as à t'occuper de ta famille. Fait qu'il y a tous ces autres coûts-là. Fait que ça fait que ça fait juste t'endetter, puis c'est au long terme après ça que tu dois comme rembourser ça. Oui, ça fait que tu as eu une éducation, mais le prix de cette éducation-là a été comme choisi comment? Pourquoi est-ce que c'est si cher comparé au cégep ou au collège ou tout ce qui est ça? Est-ce que c'est juste la renommée? Est-ce que c'est... Moi, j'ai l'impression que le prix de l'université est vraiment très, très arbitraire. Certains programmes sont beaucoup plus coûteux que d'autres. Et souvent, ce sont d'ailleurs les programmes qui mènent à des emplois plus rémunérés. Je parle souvent. En médecine, en génie, il y a besoin d'énormément de matériel pour l'enseignement à l'université, des labos, des appareils, des techniciens, etc. Alors que dans les sciences humaines et sociales, c'est beaucoup de cours magistrats de lecture. Alors, pourquoi est-ce que c'est le même prix que les étudiants et étudiantes payent? Des fois, on le sent. Certains programmes sont valorisés, donc les étudiants eux-mêmes vont ressentir qu'ils sont dans un programme plus valorisé que d'autres. Certains programmes vont avoir plus de financement parce que ça va rapporter plus à l'université, mais ça se reporte aussi des fois sur la considération. Ce sont des programmes qui sont déjà valorisés dans la société, ingénierie, médecine, etc. S'il y avait des si grosses différences, par exemple, un bac en génie électrique coûtait 10 000 par année, puis que le bac en histoire en coûtait 700 $, il y aurait un niveau d'injustice un peu... À un certain moment donné, les écoles ne sont plus devenues au service de l'étudiant à 100 %. Ils sont plutôt devenus une business. Ils sont devenus une entreprise parce que là, il faut aller chercher des subventions, on produit des vétérinaires, on produit des médecins. C'est ça. On met des grandes baies vitrées qui regardent vers le fleuve. Il faut aller chercher des dons, il faut aller chercher... Tu sais, donc, tout ça. On reste dans le domaine, mais pourquoi est-ce qu'il faut que je paye pour avoir accès à des articles scientifiques? Pourquoi c'est pas ouvert à tous? Pourquoi je peux pas... Je comprends qu'eux doivent se financer,
Mais il y a une problématique à quelque part. Puis est-ce que cette problématique-là vient tout simplement du gouvernement qui ne donne pas assez de subventions aux universités et aux chercheurs pour qu'ils soient capables de se gérer eux-mêmes puis de rendre gratuits des articles scientifiques? Je déplore un peu que j'ai besoin de débourser pour un article scientifique. Il y a quand même une petite tendance de plus en plus générale à la marchandisation du savoir. Je pense que ça va avec le contexte économique général aussi. C'est l'argent qui règne. C'est clairement l'argent qui règne dans la recherche. Malgré ce qu'on peut imaginer quand on n'est pas dedans, là, mais il faut payer pour publier des articles, il faut payer pour avoir accès aux revues scientifiques dans lesquelles on publie. C'est la course à la publication, publier le plus possible, des fois au détriment de la qualité du travail. C'est assez déplorable. Je pense qu'au niveau individuel aussi, c'est vrai. T'sais, oui, on s'instruit pour notre instruction, pour notre savoir, pour notre connaissance personnelle, pour avancer en tant que personne. Mais tout ça, ça se marchande aussi. C'est une forme de capital, là. Et ce capital-là, tu vas l'échanger pour des meilleures conditions de travail, pour un meilleur emploi, pour X raisons, mais c'est quand même un capital que tu acquiers. Dans un premier temps, je pense que c'est important que ces frais-là demeurent bas pour démocratiser l'accès aux études, pour que tout le monde, le plus de gens possible, y ait accès. Par contre, on vit dans un système malheureusement capitaliste. Les études, ça vient qu'avec un coût. C'est des grosses machines à faire runner. Donc, je pense pas que ce soit raisonnable que ce soit tout gratuit. Est-ce que, utopiquement, ça devrait l'être? Oui. Dans un monde parfait, tout le monde aurait accès aux plus grandes études universitaires, mais c'est pas vrai que tout le monde a la capacité d'être un médecin, par exemple. C'est ça, ça revient à un niveau de compétence. Élitiste, à un moment donné, il faut que tu coupes dans le gras. Là. Tu peux pas dire oui à tout le monde, tu peux pas. Puis c'est pas tout le monde qui. Si tout le monde pouvait devenir médecin, tout le monde serait médecin. Ou si tout le monde pouvait être ingénieur, tout le monde serait ingénieur. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine compétence qui s'acquiert. C'est pas tout le monde qui peut acquérir ces compétences-là. Là où je trouve ça plate que ce soit élitiste, comme par exemple dans mon domaine, si ton nom n'est pas publié nulle part, t'es personne. Si tu te fais pas voir dans des congrès, t'existes pas. Il faut que certains domaines soient contingentés. D'où l'intérêt d'avoir de l'élitisme dans un milieu universitaire. Mon médecin, celui il va m'ouvrir le thorax pour changer mon cœur, je m'attends à ce que ce soit le meilleur des meilleurs des meilleurs. Mais le diplôme de médecin, c'est pas juste que tu as toutes ces compétences-là, c'est aussi quand tu es rentré, tu étais le meilleur, tu étais dans le top 100 de 2000 qui ont appliqué. Donc, tu étais le meilleur au secondaire, tu étais le meilleur au cégep. Je suis d'accord avec le fait que le milieu universitaire soit élitiste. Cependant, à l'inverse de ce que tu disais tantôt, il faut pas que ça soit trop élitiste et que ça ratisse trop large. Oui, mais c'est contingenté seulement à ceux qui ont l'argent pour y accéder, là. C'est pas contingenté au niveau des compétences. Tu sais, c'est ça le fait que ce soit considéré élitiste d'aller à l'université. C'est que, je m'excuse, là, mais tu peux avoir l'enfant de riche, incompétent, qui, lui, veut étudier en médecine, puis qui n'aura pas eu les meilleures notes, comme vous avez nommé, tout au long de son parcours, mais qui va faire en sorte qu'il va pouvoir payer, la famille va payer pour le faire avancer. Il ne sera pas ton meilleur médecin, il ne sera pas, mais il va être médecin. C'est ça l'élitisme universitaire dont il faut faire attention, parce que l'élitisme fait en sorte que si tu as de l'argent, tu peux accéder à tout. Donc, ça ne veut pas dire que tu es le plus compétent. Ça ne veut pas dire que tu as bien contingenté. Ça ne veut pas dire que... Tu sais, c'est ça l'élitisme universitaire. Là où il y a de l'argent, il y a de l'avancement. Donc, c'est là où moi, je suis comme en désaccord avec vous de dire c'est pas vrai. Je trouve que ce que vous dites, il y a une vérité, mais en même temps, c'est comme un peu une vérité utopique de dire que ça va se sélectionner comme ça. T'es en dessous du seuil de la pauvreté et tout ça. T'as pas les moyens déjà, même si tu avais tout le potentiel du monde, tu n'aurais pas les moyens pour avoir les cours, admettons, pour améliorer ta capacité. Fait
alimenter ton potentiel qui ensuite t'alimenterait pour être peut-être le meilleur des médecins au monde, mais tu n'as pas l'argent pour développer ce potentiel-là. Donc, définitivement, c'est élitiste, c'est capacitiste, c'est... À un moment donné, il faut que tu aies de l'argent pour payer tes cours, mais il faut que tu aies de l'argent aussi pour alimenter le savoir que tu as besoin pour aller chercher encore plus de savoir. Admettons, les cours, j'ai pas d'argent pour me déplacer, j'ai pas d'argent... Parce que là où tu habites va influencer ça, tes moyens de transport vont influencer ça. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Moi, ça a été une de mes premières expériences universitaires de rentrer dans un grand bocal universitaire, de me faire dire aujourd'hui commence la sélection naturelle. T'sais, mais en même temps, je me dis mais pourquoi? T'sais? Donc, ceux qui ont de l'argent, ceux que c'est de fils en fils, puis ça, c'est une autre affaire aussi. L'élitisme, des fois, ne permet pas aux femmes d'accéder à certaines choses, ne permet pas aux minorités visibles d'accéder à certaines choses, ne permet pas à des communautés LGBTQ d'accéder à certaines choses. Donc, il faut faire vraiment attention parce que c'est si je paie, je deviens tout ce que je veux. Mais aussi une question de culture familiale dans les milieux défavorisés. Souvent, l'université est vue comme une maison d'intellectuels, ou inaccessible, mais aussi comme ça ne nous intéresse pas. C'est dans des familles où il y a peu d'éducation déjà, les jeunes ne vont pas forcément être poussés à aller faire des études supérieures. Ils vont être plus souvent poussés à rapidement travailler, justement pour faire de l'argent, parce qu'il y en a besoin pour eux, pour la famille en plus, etc., pour subvenir à leurs besoins. C'est comme ça qu'est vendue souvent la réussite. Le regard des gens, depuis que je suis au niveau universitaire, a changé. Quand j'étais en technique, il y a une espèce de tabou autour de la technique. La technique est mal vue, un petit peu comme un DEP dans l'univers collectif, où quand je suis rentré au baccalauréat, ben, tout de suite dans ma famille, j'ai vu qu'il y avait cette valorisation-là. Ah, enfin, tu fais quelque chose de sérieux. J'ai pas d'amis du secondaire qui sont allés à l'université. Donc, eux, quand je suis allé à l'université, il y avait un petit peu plus une forme de jugement. Eux ont tous déjà des emplois, il y en a qui ont des maisons, il y en a qui ont des enfants. À leurs yeux, je faisais un mauvais choix. Pour les yeux de ma famille, je devenais enfin un humain intelligent. En foresterie, quand je faisais mes stages, puis je leur disais que je voulais aller à l'université, ils se sont mis un défi. S'ils réussissaient à me convaincre de ne pas aller à l'université, ils se pariaient des caisses de bière entre eux. Parce qu'ils ne voulaient pas que je devienne pousseux de crayon. Ils trouvaient que j'étais bon sur le terrain. Puis c'est comme si mon talent allait être gaspillé à l'université. Est-ce que c'est la faute des universités si les véhicules coûtent cher, si le gaz est cher? C'est toute la société, comment elle est faite, que c'est très, très... ouais. Je comprends que Ça s'appelle le capitalisme, là. C'est ça, à ce moment-là, c'est plus un problème de capitalisme. Absolument. Sur ça, on s'entend là-dessus. Là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Hein. Moi, je voyais plus ça au niveau juste des études. Je suis pareil capable de voir que le gouvernement, puis même juste la ville de Rimouski, fait des efforts pour essayer de limiter les grosses inégalités qui viennent dans la culture élitiste de ça, comme les résidences étudiantes, les transports en commun, tout ça, c'est des choses pour essayer d'améliorer tout justement comme la condition des personnes qui ont peut-être eu à faire plus de sacrifices un peu pour se rendre à l'université. D'un point de vue universitaire, les universités, j'ai l'impression qu'ils travaillent très fort sur cet aspect-là. À mon université, il y a un système de transport en commun qui a été développé récemment pour permettre aux gens sans véhicule de venir. Il y a des résidences étudiantes, puis les résidences étudiantes sont réservées aux gens dont les parents ont des faibles revenus. Je n'ai personnellement pas vécu de situations dans lesquelles quelqu'un pouvait payer pour rentrer à quelque part. Là, j'essaie d'appliquer pour la maîtrise, puis on regarde simplement ma GPA. Donc, j'ai pas moyen de payer pour rentrer en maîtrise, mais je comprends que ça peut peut-être exister ailleurs. Puis si c'est le cas, déplorable. Il y a clairement une notion de personnes qui ont le droit d'aller à l'université, puis de s'enrichir, puis d'enrichir leurs opinions, puis surtout comme parce que leur opinion, c'est une opinion politique aussi. Et les personnes qui vont pas à l'université pour une raison ou pour une autre, qui n'auront pas les mêmes outils pour enrichir leurs pensées politiques, leurs opinions.
techniquement, je fais partie de ce système élitiste-là parce que je suis capable d'aller à l'université. Si je suis capable d'y aller maintenant, c'est grâce à certains privilèges que j'ai, dont avoir, admettons, assez de revenus pour, dans mon milieu familial pour aller à l'université et me donner ces opportunités-là pour aller plus loin dans mes études. Ça ne veut pas dire, par contre, que d'un point de vue personnel, je ne suis pas fière non plus de faire les efforts d'aller à l'université parce que je crois quand même que ça donne vraiment des opportunités. Il y a une grosse question à se poser sur la communication du savoir, justement. On en parlait tout à l'heure. Les revues spécialisées, il faut que tu payes. Bien, c'est ça. La diffusion de savoir, là, Puis très, très élitiste. c'est ça. Puis sincèrement, si tu n'es pas allé à l'université, tu comprends pas comment ça marche, là. C'est Genre- pire que ça. genre Si lis- tu vas aller à l'université dans le domaine, les articles que tu lis pour ton mémoire, je pourrais jamais les lire. Les articles que je lis pour mon mémoire, tu pourrais jamais les lire. Non, j'en lis beaucoup des articles scientifiques, sauf que c'est sur des portails que l'université paye pour que j'aie accès. Je ne paierais pas ça de ma poche, là. Puis je ne sais même pas combien ça coûte, mais ça doit être exorbitant, là. Qui a le droit à accéder à ce type d'information-là? Qui a droit à ce savoir-là? Les universitaires. Point. Mais non seulement il faut y avoir accès, puis là, c'est peut-être un peu touché ce que je vais dire, là, mais il faut être en mesure de comprendre ces travaux-là Oui, aussi. tout à fait. C'est pas souvent verbalisé pour le commun des mortels. Absolument. Là. Si tu n'as pas les codes du champ, Il y a un micro pourcentage de revues qui ont un vocabulaire accessible. Le reste ne va pas intéresser le commun des mortels directement. Ils ne vont pas s'intéresser par eux-mêmes. Et donc, par le fait même, c'est pas, la science ne va pas être simplifiée, vulgarisée pour que ce soit accessible. Donc, il y a comme un clivage à franchir, là. Il faut la rendre accessible, vulgarisée, pour que monsieur, madame, tout le monde puisse s'y intéresser aussi. On nous encourage à écrire coder. Ah, tu n'utilises pas le bon terme à cet endroit-là. Ce terme-là serait plus scientifique. Ce terme-là serait plus... Je comprends la rigueur en arrière de ça, mais ça fait que le produit que je fais, mes parents ne peuvent pas le lire. En faisant ça, en cryptant les recherches, le message se communique très bien entre deux chercheurs, puis on a une rigueur qui est très adéquate, voire pratiquement parfaite. Mais ça vient avec une problématique qui est, à l'ère de la désinformation qu'on vit actuellement, il y a vraiment une problématique où quelqu'un de néophyte dans le domaine tombe sur un article, puis va mal interpréter l'article, puis va faire une vulgarisation super accrochante, charismatique, dans une vidéo. « Hey, regardez, j'ai vu tel article qui parlait de telle chose. » Et c'est là que la mésinformation part, parce que on fait confiance à la personne qui a bien lu. Mais si la personne est néophyte dans le domaine, elle peut avoir mal compris. Puis là, on se ramasse avec une fausse information qui circule. Si on se parlait doucement sur un autre temps, dans un autre champ de vision. À l'université, on a souvent des opinions semblables et on va corroborer nos propres opinions. Moi, à voir certaines de nos réactions, de nos visages, je me dis, quelques-uns d'entre nous, on a fait « Ah, OK, ça, j'y avais pas pensé » ou « Ça, j'avais pas vu ça de même » ou... Je fais l'effort conscient de pas rester dans ma chambre d'écho. Je trouve ça important de parler à plein de gens pour justement avoir des opinions différentes. Moi, j'utilise les médias sociaux pour construire mon esprit critique autour de ça. Moi, je dirais que j'ai quand même une vision, puis des valeurs, puis des opinions qui sont quand même assez fermes en général. Mais j'essaie de pas non plus rester dans une chambre d'écho. Ooh.